As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bout encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town. C'est vendredi, on prend un coup, ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goon, si tu gardes pas tes mains hautes, tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gaumont, jusqu'à Lucas, Klitschko, jusqu'à Charlot, des Clavel jusqu'à Canelo. Get on Hart, le steak de Buckingham. La légende, le buzz qui m'écho. As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bout encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town. Bon début de soirée à tous, on est en direct. Maintenant, vous avez entendu, c'est une première, la chanson Boxing Town avec Bosco. Laurent, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Bonsoir. Oui, puis je ne sais pas si les gens viennent de se rendre compte qu'on a déplié les billets de 100$ pour avoir un intro de cette qualité. Et on a tout un invité, Vincent, ce soir. Oui, juste avant de le recevoir, petite pensée pour Claire Couturier. Je pense que tout le monde de la boxe, moment très difficile en famille, donc on lui souhaite de se reposer, de nous retrouver très rapidement dans les galas de boxe. Et c'est avec un énorme plaisir qu'on reçoit le directeur du développement chez Eye of the Tiger Management, que vous connaissez tous, également entraîneur de boxe bien connu au Québec et à l'international. Marc Ramsey, bonsoir. Bonsoir les gars. Tout d'abord, comment tu vas? Ça va très bien. Laurent, la première question, je sais que tu... mon jeu de mots, hein? Hey Marc, on va rentrer direct dans le vif du sujet parce que vous avez tellement de boxeurs chez Eye of the Tiger qu'on ne peut pas se permettre d'y aller d'une longue introduction. De toute façon, les gens connaissent. Regarde mon jeu de mots, les 368, parce que vous en avez 3. Je veux te parler de ça, puis tu vas voir, là, on va parler chacun des boxeurs, puis je veux aussi savoir, ça va être quoi votre stratégie? Parce que moi, je suis en colère, là, en partant, je suis en colère. Ça m'énerve le monde de la boxe. Tu sais, un gars comme Canelo, il bloque toutes les ceintures, il peut nous faire attendre pendant 2 ans. Puis là, pendant ce temps-là, vous en avez 3 de classés. Christian, je veux que tu me parles de chacun des boxeurs, puis je veux que tu me parles de comment on va dénouer ça, le Canelo qui a toutes les ceintures, puis qui nous fait tout attendre. On dirait qu'on est tous à sa merci, le monde de la boxe. Oui, mais c'est à nous de déranger l'ordre établi. Rien de moins. On peut pas s'attendre. Et là, on voit un peu Canelo qui se dirige doucement vers la catégorie des light heavyweight. Alors, il y a peut-être un déblocage qui va se faire là. Bien sûr, c'est sûr que nous autres, on a des gars qui sont en très bonne position. On parle d'Mbili, on parle de Basilian et bien sûr David Lemieux, qui sont à des stades un petit peu différents, mais quand même pas trop loin un de l'autre. On a un gars qui est un petit peu plus un vétéran, David Lemieux, qui a déjà tout fait ce cheminement-là. Basilian, qui est un peu plus jeune, qui lui est toujours un petit peu en formation, mais on est à la porte là, de faire la grande lancée également avec lui. Et Mbili qui est dans une poussée en ce moment, là, justement, pour monter dans les classements. Et puis, question avec Christian, c'est une question juste d'avoir l'opportunité d'affronter les meilleurs. Quand on parle de... Attends, Vincent, quand on parle de David Lemieux, moi, j'ai une question pour toi. Parce qu'une fois, là, un grand sage qui avait dit, mais d'ailleurs, c'était toi, Marc, tu avais dit la force de frappe, c'est pas un plan de match, c'est un outil. Et là, vous allez contre David Benavidez. Puis, je ne vais pas te le cacher, puis probablement que tu le sais déjà, Benavidez est favori jusqu'à 9 puis 10 contre 1 sur des sites de Paris. Il est plus gros, il est plus grand. C'est quoi
le plan de match. Ça ne peut pas être juste la force de frappe. Puis Régent Tremblay, au 91-9, il a dit « Marc Ramsey, il est en train de rentrer dans la tête à David Lemieux que d'être le plus petit des deux, c'est un avantage parce qu'il va être plus compact, rentrer à l'intérieur. » Est-ce que ça fait partie d'une des stratégies? C'est quoi le plan? Puis il fait tout ça pas, notre podcast n'est pas traduit, fait que tu peux te laisser aller. Ouais. Mais j'irai quand même pas dans les détails. C'est une question de l'art de la guerre. C'est comme ça que ça se passe. On ne dévoile pas les informations trop. Mais je peux dire que c'est un fait qu'être plus petit peut être un avantage. Et c'est pas simplement de rentrer dans la tête à David et de lui faire accroire ça pour ce combat-là, mais c'est que ça peut être un avantage. Surtout quand on a un très grand boxeur qui est obligé de se pencher pour aller chercher l'adversaire. On peut, si on joue bien ça, virer ça dans notre avantage. Ça, il n'y a pas de doute là-dedans. Mais effectivement, également au niveau de la puissance que tu as mentionné, c'est un outil, ça a toujours été un outil, ça va être encore un outil dans ce combat-là. Pas juste pour le fameux knockout, mais aussi quand on frappe dur un adversaire, il y a une perte d'énergie qui est flagrante avec ça. Alors, tu sais, c'est pas juste de frapper pour lui passer le knockout, c'est frapper pour gagner des rondes, c'est frapper pour aller chercher de l'énergie chez l'adversaire. Et puis, il va falloir également bien boxer. Il va falloir que David, ce soir-là, soit un boxeur intégral, qu'il soit en mesure de bien boxer, d'avoir une bonne défensive et de frapper avec l'autorité qu'on le connaît. Là. Marc, tu es directeur du développement. David Lemieux, au stade de sa carrière, est-ce qu'il se développe encore ou c'est de peaufiner certains trucs pour les grands combats? Il faut se développer. Il faut se développer comme entraîneur, comme boxeur. Comme le jour que tu es sur le cruise control en boxe professionnelle, tu es mort. C'est une question de temps, laisse oublier. Tourne de côté et puis c'est juste une question de temps avant que tu sois tassé du jeu. C'est vrai pour les coachs, c'est vrai pour les boxeurs, c'est vrai pour David Lemieux également. On essaye encore au gymnase, à tous les jours, on travaille pour améliorer les petits détails, les petites choses, l'améliorer. C'est sûr que, écoute, les années passent, il y a des choses qui se transforment, on gagne en maturité, on gagne en expérience. Des fois, on perd un petit peu en vitesse, on perd en force, ça dépend du boxeur, mais il y a toujours moyen d'équilibrer ça et puis d'aller chercher quelque chose. Est-ce que c'est un avantage d'avoir les 368 tout près qui peuvent... tu sais, ces 368 là, qui sont de calibre mondial, qui peuvent s'entraîner ensemble, qui peuvent être des partenaires d'entraînement? Juste si tu l'utilises bien. Parce que si tu fais juste une rotation pour faire une rotation, écoute, tu peux les brûler les trois juste à coup de sparring rapidement. Et ça, j'ai vécu ça, je ne vais pas le brûler, mais j'ai vécu la même situation où à une époque, j'avais Jean-Pascal, j'avais Arthur qui venait d'arriver au pays, puis j'avais Leder Alvarez où il y avait une compétition dans le gymnase. Si vous vous rappelez bien, le fameux combat où j'avais pris Claude avec 5 combats. Mais moi, j'avais vu dans le gymnase ce qu'il pouvait faire, Arthur, avec un gars comme Jean-Pascal qui était au sommet de son art à cette époque-là, puis un gars comme Leder Alvarez qui était en pleine montée. Alors, je savais qu'il était capable de boxer de ce niveau-là. C'est la même chose dans le cas d'Mbili, de Basilian et de Lemieux. On peut les faire ensemble si c'est bien choisi au bon moment, avec les repos que ça demande aussi, des sparring de cette intensité-là. Et puis, il faut savoir des fois modérer aussi la qualité du sparring pour revenir plus fort par la suite. C'est un jeu qui est continu, là. Et Marc, je veux te parler de Christian Mbili qui a probablement fait le knockout de l'année. Mais dans les 4 premiers rondes, moi, la manière que je vois ça, puis je vais te l'amener, mais c'est toi l'expert. Je trouvais que, tu sais, Mohamedi, il n'avait pas une mauvaise stratégie. Il faisait des petites touches, un peu comme en escrime. Ça peut déjouer les juges. Puis au final, tu n'auras pas vraiment fait mal à ton adversaire, mais tu vas chercher des rondes tranquillement, pas vite. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas travailler avec Christian Mbili un jour, peut-être que le knockout ne passera plus, puis il faut gagner beaucoup de rondes pour aller chercher des ceintures de championnat? Mais ce qui est drôle avec Christian, c'est que tout ce qu'on lance, Christian lance beaucoup, c'est pas dans l'optique, encore une fois, de passer le knockout, mais vraiment d'aller chercher de l'énergie chez l'adversaire, d'imposer un tempo qui n'est pas suivable. Ouais. D'amener en enfer un petit peu l'adversaire où ce que Christian est habitué d'aller au niveau cardiovasculaire et résistance musculaire. Malgré que, oui, tu as raison, puis la stratégie était bonne du côté de Mohamedi, même que je te dirais que ça l'a joué un petit peu dans la tête de Christian. Après le combat, je lui ai demandé pourquoi je voulais lui donner cet adversaire-là, parce que je voulais qu'on apprenne à contrôler le côté émotionnel des choses. Je voulais qu'il boxe plus. Aussi le contrôle par rapport aux médias français, la pression que ça lui apportait là, du côté combats locaux un peu. Et puis, il s'est fait sortir un petit peu du plan de match, justement, par cette boxe-là.
Puis il me le dit après le combat, il dit, j'avais l'impression qu'il lançait plus de coups que moi, même si c'était des petits coups. Puis j'avais l'impression que peut-être que je laissais aller les rondes. Fait qu'il a embarqué dans un jeu beaucoup plus physique qu'on voulait rapidement, mais on savait de toute façon, c'était pas dramatique, on savait que le résultat allait être le même, c'était juste un chemin qui était différent. Puis, j'ai une petite question pour Bazinian. Quand vous êtes sorti du combat contre, je pense que mais là, ça se peut que je me trompe, Rowan Murdoch, vous avez eu un offre pour un combat d'aspirant obligatoire ou Zach Parker. Puis, ouais, ça me dit quelque chose. Vous êtes comme allé sur la voie d'évitement un peu, question de laisser mûrir Bazinian. Est-ce que c'est avec pas du recul, mais aujourd'hui, est-ce qu'il serait prêt si on recule 3 ans en arrière avec le même type d'adversaire? Honnêtement, moi, je considère en ce moment, au point de vue, à cette époque-là, c'était vraiment une décision au niveau physique. Et je peux faire l'exemple de David Lemieux où, à un certain moment donné, après les 2 défaites, même après avoir gagné même le championnat mondial, il y a plein de gens, tu as fait un bon travail. C'est pas tant qu'on a pris un pas de recul, qu'on a laissé David devenir un homme. Un boxeur de 20-22 ans, c'est quasiment une fin d'adolescence. Et un boxeur qui est à 25, 26, 27 ans, on a un homme. Au niveau de la résistance organique, c'est vraiment pas la même chose. Alors, c'était une question de gagner un peu de temps. C'est un peu le même principe avec Eric Bazinian. On le voit dans le gymnase, il y a les habilités, il y a toute l'équipe pour l'entourer, il y a les partenaires d'entraînement requis, il y a tous les outils pour se rendre jusqu'au bout. Maintenant, c'est une question d'avoir le bon timing, de l'amener au bon moment. Et puis, c'était pas une question au niveau des habilités, c'était vraiment une question de timing dans son cas. Maintenant, si tu me demandes la même chose aujourd'hui, je pense que c'était ça ta question. Je pense que Bazinian est peut-être à, je te dirais, là, 1 ou 2 combats vraiment où qu'on le lance, où il n'y aura plus de sélection du tout au niveau des adversaires, où ça va être, encore une fois, comme Mbili, la première bonne occasion, on va y aller. On est en direct avec Marc Ramsey. Vous écoutez le podcast le plus intelligent de boxe. D'ailleurs, on est, je ne sais pas si c'est parce qu'on est très intelligent, mais on est commandité par une société qui fait dans le travail intellectuel, les propriétés intellectuelles, Bearskin et Par, votre spécialiste pour tout ce qui est propriété intellectuelle, brevet, dépôt de marque, David Saint-Martin, on le remercie. D'ailleurs, dans les dernières semaines, on a reçu Mary Spencer, Marc. Tantôt, tu parlais d'Arthur Beterbiev et on lui avait posé la question si elle avait l'impression que son parcours international va la faciliter des gros combats. Là, on parle de Chris Namus de plus en plus. Parle-nous de la boxeuse, de la voie. On est sur la voie rapide là, présentement. Tout à fait, il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est une des raisons. Bien sûr, on était intéressés parce que c'est une fille qu'on connaît depuis longtemps. On l'a vu boxer en boxe amateur depuis longtemps. On sait la qualité de boxeuse, le niveau qu'elle est. Maintenant, c'était de savoir est-ce qu'on avait la même vision pour elle. Et ça a pris un certain temps. Elle a même boxé sur une de nos cartes au Mexique. Elle a fait, si je ne me trompe pas, 2 autres combats par la suite. À un certain moment donné, j'ai commencé à poser des questions à mon entourage. J'ai certains individus, sans cacher rien à personne, qui connaît beaucoup plus la boxe féminine. Je te parle plus du marché d'un point de vue financier, d'un point de vue aussi les chances qu'on peut avoir pour un titre mondial rapidement. Alors, j'ai consulté ces gens-là et puis après avoir parlé à son gérant et avoir parlé à son entraîneur, Yann McKellough, il était clair que tout le monde avait la même vision pour elle. Elle est déjà en mesure de challenger les meilleurs de la division. Bien sûr, on ne veut pas sauter d'étape, mais on ne veut pas non plus perdre de temps pour une raison de performance, mais aussi pour une raison par rapport à son âge, à son expérience amateur. On n'a pas de temps à perdre. Et puis, elle a la même vision que nous. Elle veut procéder de la même manière. On a vraiment confiance en elle. Je pense qu'on va donner tous les outils, tout l'encadrement qu'elle a besoin pour atteindre ses objectifs le plus rapidement possible. Mais Marc, quand j'ai vu que vous allez avec Spencer en Ontario le 28 mai, moi, je me suis imaginé que c'était plus simple l'Ontario pour faire 8 ou 10 rondes. On va suivre ça. Mais je veux t'entendre sur c'est un sujet, là. Moi, je peux pas passer à côté de ça. Marie-Pierre Roule est à 147 livres. Marie-Ève Dicker est à 154 livres. D'un classement, Marie Spencer est passée devant eux autres parce que l'algorithme BoxRec, les KO, ça donne énormément de points. Là, elle est en avant d'eux autres. Mais est-ce que, Marc, comment je te dirais ça? Est-ce que c'est inévitable ou le combat où vous allez même le forcer? Tu sais, je vais donner l'exemple.
dépendamment qui a l'affronte à 150, mettons que c'est à 154 livres en Ontario, le poste de numéro 1 au titre de Marie-Ève Dicker, il est vacant. Fait qu'à la limite, vous pouvez envoyer un courriel à IBF puis ils vous diront oui ou non. Est-ce que vous allez provoquer des choses? C'est fort possible. C'est fort possible, mais honnêtement, le plan était signé. C'était pas une attaque directe envers Marie-Ève Dicker. C'était signé une boxeuse qui était très talentueuse. Et même plus que ça, je te dirais qu'on a vraiment ouvert la possibilité d'affronter tout le monde dans les 2 divisions qui sont 147 et 154. Ouais. Pour le moment, il y a beaucoup plus d'opportunités à 154 parce que les titres sont fragmentés. Alors, c'est plus facile pour nous de challenger un peu tout le monde qu'à 147 où il y a une seule championne, c'est une championne unifiée qui s'appelle Mick Atskill et qui est assez bonne, merci également. Alors, mais honnêtement, on va encore une fois un peu dans le même principe que les 168 qu'on parlait tout à l'heure, on va lui donner des outils pour se développer. Et quand on va juger que ça va être le bon moment, on va attaquer tout ce qui est attaquable dans les 2 divisions. Mais ça peut en venir, oui. C'est pas une autre règle pour le titre de Marie-Ève Dicker. Ça peut, si c'est le move logique à faire, on va le faire, il n'y a pas de doute. On n'a peur de personne là, dans son cas. Là. On l'entendait parler avec son expérience, et puis on l'a vu hein, dans les dernières semaines, son KO exceptionnel nous démontre qu'elle est là pour les bonnes raisons. Elle a sa place parmi les tops. Ben, je pense qu'elle a les habilités, elle a la force de frappe pour faire le travail également. Et puis, elle semble avoir le désir aussi, là, puis l'éthique de travail pour arriver à ses buts. Et puis, encore une fois, tout le reste va suivre. Je ne pense pas qu'on va perdre beaucoup de temps. Honnêtement, les gars, je pense vraiment que d'ici la fin de l'année, on va savoir où ça s'en va. Hey Marc, je veux que tu me parles de... Je ne dis pas qu'il est en train de menacer ton poste de meilleur entraîneur au Canada, mais Yann Mikhailov fait un excellent travail avec la boxe, puis en partie beaucoup avec la boxe féminine. On parle de c'est lui qui est derrière Jessica Camara, on l'a vu boxer à un haut niveau, qui est derrière Mary Spencer. Est-ce que toi, tu es en communication un peu, sans dire constante, mais est-ce que tu as parlé à Yann Mikhailov pour établir un plan ou je sais que tu lui fais confiance, mais vous mettez des bases ou... Mais en fait, comme tu viens de mentionner, c'est un gars, je pense, qui a fait ses preuves. C'est premièrement qu'il faut que les gens le connaissent bien. C'est un passionné, c'est un gars qui vit de la boxe 24 heures sur 24. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience comme boxeur et c'est un gars qui s'est promené partout, a traîné longtemps dans le gymnase de Freddie Roach à Los Angeles. C'est un gars qui était sur la route, qui a appris de plusieurs bons entraîneurs. Alors, c'est un gars qui a vu beaucoup de boxe. On a beaucoup confiance en Yann Mikhailov comme entraîneur de boxe. De mon rôle de directeur du développement, c'est sûr que je veux chapeauter un petit peu tout ça sans me mêler des affaires des entraîneurs. Je veux juste leur donner les outils qu'ils ont besoin pour amener les protégés de l'équipe au sommet. Alors, oui, il y a des meetings, surtout au début avec Yann, c'était plus par rapport à la perception, comment on voulait développer Mary, comment lui voyait ça. Et comme j'ai mentionné tantôt, on était sur la même longueur d'onde avec eux autres. Maintenant, à partir de là, c'est de m'assurer qu'elle a tout ce qu'il faut dans son entourage pour bien se développer. Alors, Yann peut faire appel à mes services. Il sait que je suis là 24 heures sur 24 pour lui. Le jour qu'on va se retrouver en combat ou un camp d'entraînement de championnat du monde, je vais être là pour conseiller s'ils veulent bien m'écouter, pour même structurer le camp d'entraînement, que ça soit même structuré un peu comment que l'équipe est modelée alentour d'elle au niveau du conditionnement physique et tout ça. C'est de s'assurer encore une fois que tout est en place pour qu'elles peuvent performer. Laurent, je te laisse essayer la question. Oh, parfait, je veux savoir, Marc, c'est moi que j'ai pensé à cette question-là. Je veux savoir, Sadriddine Akhmedov et Artem Oganesian, quand Camille et Stéphane parlent d'eux, ils parlent de, je sais que tu aimes bien le hockey, ils parlent de choix de première ronde, de choix premier au total, de prodige. Puis oui, à l'œil, ils sont exceptionnels. On s'en est rendu compte assez vite. Artem Oganesian, il est tellement rapide. Moi, je ralentissais mon YouTube pour écouter ses combats. C'était plus simple comme ça. Je veux savoir à quel niveau tu as retrouvé les deux athlètes dans l'après-COVID parce qu'ils ont dû s'exiler et là, ils sont revenus. Vous êtes allés les chercher à l'aéroport. À quel niveau tu les as retrouvés les deux? Mais écoute, ça l'a frappé tout le monde. L'histoire de la COVID, premièrement, les boxeurs qui n'ont pas été en mesure de combattre, c'est très handicapant sur la carrière. Au niveau de l'entraînement aussi, il n'y a rien de bon là-dedans. Les boxeurs, c'est fait pour rouler, il faut rester au gymnase. Maintenant, c'est deux gars qui sont beaucoup plus jeunes. Alors, l'impact, c'est moins
c'est peut-être moins d'impact que pour certains autres boxeurs qui sont dans un espace-temps où ils doivent vraiment produire les meilleures performances de leur carrière. Les deux sont en début vingtaine, c'est un projet de développement. C'est comme quand Camille parle de repêchage de hockey, c'est un peu comme si on avait sauté le junior major, qu'on avait été chercher les gars dans le midget 3A directement. C'est des gars qui ont été champions du monde chez les amateurs, les deux, mais en juvénile. Alors, il faut avoir l'œil vraiment très fort pour être en mesure de prendre un jeune de cet âge-là puis de figurer qu'est-ce qui va avoir l'air. Surtout que la boxe, tu sais, le hockey, ça reste du hockey. La boxe amateur et la boxe professionnelle, c'est le même sport, mais c'est pas le même sport. Il y a beaucoup de choses qui sont la base, qui restent le même. Il y a beaucoup de détails qui ne sont pas les mêmes également et de figurer quelle va être la progression. C'est un art, je vais vous dire. Et puis, encore une fois, à cause du jeune âge des deux gars, c'est beaucoup plus un projet de développement. Là. Je pense que c'est deux gars qui devraient être prêts là, à peu près je dirais à peu près 3 ans. Là. Parce que je me souviens, quand Sadridine était venu à Edmonton, Camille l'avait mis sur une des cartes de KO Boxing, là, Mel Lubovac. Oui. Il est arrivé, c'était une vedette là-bas. Là. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est la communauté. Laurent me dit, on n'avait jamais vu ça, autant de fans, les photographes, les journalistes. Toute la semaine, tout ce qu'on faisait, on me parlait de Sadridine. C'est un gars qui est exceptionnel sur le ring. On l'a vu, Artem aussi. Donc, tu sais, quand on parle de choix de première ronde, c'est exceptionnel d'avoir ça à Montréal. Deux gars très talentueux, des gars qui travaillent fort dans le gymnase, les deux. Maintenant, il y a un cheminement à faire, il y a un chemin à faire. Et encore une fois, pour eux aussi, c'est vrai. C'est une question de timing et c'est de les amener à la bonne place au bon moment. Pour avoir une équipe championne, une équipe qui repêche en premier, ça prend une équipe exceptionnelle également. Parle-nous de ton équipe, Luc Vincent Ouellette, Samuel Descaries-Drolet, Vincent Auclair. C'est quoi leur qualité première? Je sais que Samuel n'en a pas beaucoup, là, des défauts, mais parle-nous de leur qualité. Samuel, il n'y a pas de défaut. Hein. Non, il est parfait. Non, parce que vous n'êtes pas assez avec souvent. Ah, OK, c'est pour ça. Mais honnêtement, écoutez, ces trois gars exceptionnels. Puis si vous avez remarqué, dans les dernières années, je suis allé chercher des jeunes. Des jeunes qui premièrement, surtout dans le cas de Auclair et dans le cas de Samuel Descaries, c'est des jeunes qui ont quelque chose que moi, je n'avais pas, qui est des degrés d'études supérieures en éducation physique, la science du sport. Et c'est un atout majeur quand on fait de la programmation. C'est un atout majeur quand on est entraîneur de boxe. C'est quelque chose que j'aurais aimé plus jeune de pousser mes études un petit peu plus loin pour contrôler, avoir un contrôle un peu ISO sur la planification, savoir exactement comment faire les choses. Je l'ai appris d'une autre manière, un peu comme les vieux métiers de la construction. Je l'ai appris sur le tas. Mais c'est quand même un atout pour eux. C'est une vision qui est dynamique, qui est complètement différente. Et c'est des gars qui n'ont pas peur de me challenger sur des idées. Non, c'est stimulant aussi pour quelqu'un qui commence à prendre de l'âge, un peu comme moi, d'avoir ce groupe de jeunes-là. Hein? Quelqu'un qui grisonne un peu. Qui commence à grisonner, d'avoir ce groupe de jeunes-là qui est encore aussi passionné puis aussi motivé à tous les jours. Et puis, dans le cas de Luc Vincent Ouellette, mais ça fait quand même un bout de temps qu'il est avec moi. C'est le soldat le plus loyal que pas. C'est Monsieur Mission. C'est quelqu'un avec qui, même si souvent on a un peu le même tempérament, on est un peu bougonneux tous les deux, même si des fois ça peut faire des étincelles, mais c'est toujours pour la bonne cause, c'est toujours pour la progression des boxeurs, c'est toujours pour faire avancer la situation dans le gymnase. Alors, on a un bel esprit, puis des individus qui sont différents, qui apportent des épices un peu différents à la recette. C'est vraiment intéressant au gymnase de travailler en ce moment. Et là, Marc, j'ai une question sortie du champ gauche, okay, avant de parler des poids lourds. J'ai envie, mettons qu'on parle de boxe. Si je te donnais le pouvoir ce soir de changer une chose en boxe professionnelle, puis là, je t'ai donné des petites idées, là. Ça pourrait être ramener le compte de 8 debout, permettre aux champions d'être classés dans les autres associations pour forcer peut-être plus d'appels d'offres, ou même réconcilier Yvon et Camille. Tu sais, quelque chose, ça peut sortir de loin, là. Qu'est-ce que tu aimerais... Peut-être ça peut être un règlement. Y a-t-il quelque chose que tu dis? Est-ce qu'on peut abolir 3 des 4 associations? Oui, on pourrait. Ça serait mon choix. De loin. Pour rendre le classement plus viable. Oui, mais c'est que aussi le fait de rassembler peut-être certaines personnes de chaque association, parce qu'il y a
honnêtement, personnellement, je trouve que les associations ne font pas un si bon travail que ça. Et puis, ça fait longtemps que je le crie, ça, et je ne me gêne pas pour le crier. Mais je pense qu'il y a quand même des bonnes personnes qui sont dans chaque association. Je pense qu'on pourrait rendre quelque chose de beaucoup plus, avec une éthique professionnelle beaucoup plus élevée. Je pense avec des critères plus élevés. Je ne pense pas que les associations en ce moment se comportent comme des organismes très responsables. Je pense que ça pourrait être beaucoup mieux que ça. Et je pense que la boxe serait beaucoup plus intéressante si on avait un seul titre mondial. Mais Marc, est-ce que tu parles au niveau de la santé et de la sécurité des boxeurs ou est-ce que tu parles au niveau de la façon de construire les classements? Des fois, on a des... De tout. La santé des boxeurs, les influences politiques qui ont toujours les devants sur bien souvent des victoires qui sont beaucoup plus importantes. Il y a toujours des jeux de coulisses. Parce que là, tu es avec une association, tu ne peux pas monter dans l'autre. Il y a toujours des choses qui se passent comme ça qui ne devraient pas avoir. Tu sais, je rêve un peu d'un système ATP comme on a au tennis. Oui. Ou la UFC, c'est plus, ils l'ont par un monopole. Puis ça ouais, ça, c'est moins bon. Ça, non, je ne voudrais pas qu'on tombe à ça. Ça rend pas c'est vrai que l'ATP et la WTA, leur système de pointage, il y a ça, c'est ça, puis c'est ça. Ouais. Moi, à la limite, je verrais peut-être même un site comme BoxRec venir chapeauter tout ça un jour et dire non, on a un titre BoxRec et t'es le meilleur quand t'es le meilleur, rien de moins. Ouais. D'ailleurs, parlant de meilleur, Arslanbek Makhmoudov, les gens l'ont vu dans l'introduction, sont terrifiants knockouts. Il y en a plusieurs là, depuis qu'il est passé chez les pros. Parle-nous de la situation là, présentement chez Eye of the Tiger pour ce qui est des poids lourds. Ben, quand même en bonne position. C'est sûr que lui, vois-tu, c'est un de ceux à qui la COVID a fait un peu plus mal, même si avec des efforts titanesques, Camille est en mesure de le faire boxer quand même. Il en reste pas moins que Arslanbek est dans une période de sa carrière où là, on doit faire bouger les choses. C'est ce qu'on sort de crise un petit peu avec la COVID. C'est ce qu'on s'apprête à faire. Je pense on a déjà fait un bon pas en avant avec le dernier adversaire et ça va continuer à progresser dans cette direction-là. Maintenant, il est dans la même situation que les autres boxeurs. C'est une question de bon timing pour lui. Il y a un petit peu un monopole là, entre trois personnes au sommet de la pyramide. C'est de venir, encore une fois, de venir déranger l'ordre établi, mais ça va être notre mission dans les prochains mois, il n'y a pas de doute. Et on a vraiment un projet avec lui. Là, je te dirais que c'est plus de court à moyen terme et non pas de moyen à long. Là. Et je vais compter l'anecdote pour Vincent et les gens à la maison, parce que toi, Marc, tu étais là. Mais je ne me rappelle pas, je pense que c'est Mathieu Boulay, journaliste, qui a demandé à Camille et Stéphane, « Ouais, mais si vous allez chercher des grands noms pour Arslanbek, ça va coûter cher. » Il dit, « Qu'est-ce que tu vas faire, Camille? » Camille dit, « On va payer. » Ça n'a pas été trop compliqué. Je pense qu'il a confiance à Arslanbek. Puis un poids lourd, c'est un peu comme à la bourse. Hein? Quand tu investis, ça peut être excessivement payant dans l'avenir. Marc, j'ai une autre question sortie du champ gauche pour toi. Marc Ramsey, si on recule dans tout ton passé, là, je te laisserai changer une chose. OK? Puis là, j'ai encore fait une petite liste. Mettons, être plus incisif pour avoir le combat entre Eleider Alvarez puis Adonis Stevenson. Retirer Oscar Rivas du duel face à Dillian White quand on apprend qu'il est sur les stéroïdes. Puis je te donne une autre idée. Jean-Pascal, lors du deuxième combat, il n'a pas demandé de combat revanche contre Hopkins, alors qu'il aurait pu le demander et amener une trilogie, vu que le premier combat était nul. Y a-t-il quelque chose, ça peut être totalement autre chose, quelque chose que tu dis, oh, je referais autrement? Ben, couper les cheveux à David Lemieux. Pardon? Couper les cheveux à David Lemieux. Avant Golovkin. Non. Vois-tu, ça, c'est une erreur. Tu sais, des fois, on essaie de vraiment contrôler tous les détails. Même ce genre de détails-là. On essaie si vous saviez toute la liste de choses qu'on essaie de penser, mais tu n'arrives jamais à la perfection, mais c'est ce qu'on vise tout le temps. Non, écoute, j'ai pas grand-chose qui me vient à l'idée. Mais Pascal contre Hopkins, c'est Yvon Michel qui Pascal contre Hopkins, c'est vraiment un groupe de management. Okay. Je n'assistais même pas aux réunions. Alors, c'est vraiment mon rôle avec Jean était vraiment comme entraîneur. Alors, j'ai pas pris parti là. J'ai pas été présent lors des négociations, ni au niveau monétaire, ni au niveau des conditions. Alors, c'est quelque chose qui n'était pas dans mes mains. Je te dirais peut-être une erreur que j'ai pas aimée, c'est après avoir commencé à travailler avec David.
après le combat contre Rubio, de m'avoir lancé directement dans le combat avec Joachim Alcide. Je le savais contre Joachim. Je le savais à l'époque, on se devait de prendre un recul pour les raisons que je vous ai données tantôt. Pour une question de maturité, on avait fait de David une vedette très, très jeune et très rapidement. Et on se devait, pour affronter l'élite de la division, de prendre un pas de recul et de laisser maturer un petit peu. Il y avait des choses aussi au niveau technique à apprendre encore. Il y avait des expériences qu'il n'avait pas vécues. Et là, il se ramassait dans une situation où il devait les vivre et l'apprendre, mais pas avec des gars de son niveau, avec des gars qui étaient un petit peu en avance sur lui au niveau de l'expérience. Et il en a payé le prix. Ça a été une erreur. On n'aurait pas dû prendre ce combat-là. On aurait dû redescendre de quelques... On aurait pu prendre un gars comme Joachim peut-être 2 ou 3 combats plus tard et le battre. Je crois ça vraiment. Surtout qu'il était encore là 2-3 combats après. On l'a vu contre Charlo, on l'a vu contre à peu près tout le monde. D'ailleurs, juste pour l'histoire, ça fait 11 ans aujourd'hui du combat de Lemieux contre Rubio. Ça fait 11 ans. Les années passent vite. Ça passe vite, on ne rajeunit pas. Je veux faire un tour avec toi des autres boxeurs. J'ai entendu une rumeur au dépanneur. J'étais au dépanneur du monde qui parlait. Il disait Yves Ulysse pourrait revenir très bientôt. Oui. Je pense qu'il est guéri, il est rétabli. Tout à fait. Tout à fait, ça, je peux en parler. Yves Ulysse a eu une petite intervention chirurgicale. Tout s'est très bien passé. Réadaptation superbe. Et puis, on a un projet pour lui. Il devrait boxer cet été, au début de l'été. Je ne peux pas maintenant m'avancer sur avec qui et comment, mais il est prévu, oui, à revenir très rapidement. Il est dans un bon état d'esprit à part de ça. Les dernières fois que j'ai fait des meetings avec lui, encore une fois, on a mis les cartes sur la table et c'était très clair. Yves Ulysse veut vraiment essayer. Il veut essayer d'aller à son plein potentiel et voir ce que ça va donner. Il ne veut pas juste cruiser là, sur la réputation qui s'est bâtie dans les dernières années. Il veut vraiment essayer d'aller au sommet. Alors, on va lui donner lui aussi tous les outils pour y arriver. Là. On voit souvent des commentaires sur Steven Butler. Steven Butler, il est fini, sa carrière est au déclin, mais il faut se rappeler qu'il est encore excessivement jeune. Parle-nous justement on en est où là, avec Steven là, présentement? Steven est encore... il a fait son combat retour, là, bien sûr. C'en est un qui a dû attendre plus longtemps que prévu là, après sa défaite au Mexique. Maintenant, il a fait son retour au casino et là, on veut le lancer sur un espèce de momentum de combat, encore une fois, où il est dans le gymnase, il travaille avec ses entraîneurs, on est en progression avec lui, on va l'amener doucement à remonter dans les classements et se refaire une confiance par rapport à l'élite internationale. Moi, je suis très confiant avec Steven. C'est un gars qui a quand même une bonne boxe, un gars qui frappe dur, un gars qui a beaucoup de caractère et je l'ai vécu un peu, on vient d'en parler avec David Lemieux, là, que ce soit une défaite avec Rubio, une défaite avec Joachim. Les gars qui ont cette espèce de caractère-là pour... Je ne voudrais pas dire de tourner la page parce que c'est une erreur de tourner la page et d'oublier, mais d'apprendre de ce qui vient de se passer puis de retourner, de charger encore une fois les classements mondiaux avec du caractère. Steven Butler a ça en dedans de lui. Je veux te parler d'Alexandre Gaumont. C'est notre préféré. Nous autres, on a fait du lobbying pour qu'il soit signé. C'est quelqu'un, Gaumont, moi, je trouve qu'il a une belle histoire. Il était pris dans des problèmes d'anxiété. C'est quelqu'un, moi, il m'avait dit une fois, j'aime pas bien ça, les lumières alentour du ring. Ce que j'aime, c'est être dans le ring. Mais je le trouve, il est spécial. Il frappe fort, il donne un show. Comment tu le vois, Alexandre Gaumont? Je l'aime bien. Je l'aime bien. Et j'aime bien son équipe aussi. J'aime bien son père comme entraîneur. C'est un monsieur qui est facile à discuter, c'est clair qu'est-ce qu'ils veulent faire. J'aime le jeune également. Je trouve, comme tu as mentionné, premièrement, bonne force de frappe. C'est quelque chose qu'on avait remarqué déjà quand il boxait en boxe amateur. C'est un gars qui est déjà à l'écoute. Il est venu à quelques reprises à mon gymnase mettre les gants, que ce soit avec Basilian, avec Butler, avec quelques-uns des bons boxeurs, avec Mbili également. Et puis, c'est un gars qui est ouvert un peu à discuter. OK, ça, tu fais ça très bien. Ça, c'est un petit peu moins bon. Il faudrait mettre un petit peu d'accent là-dessus. Puis, il est très à l'écoute. Son père aussi, c'est des gens qui veulent progresser. Puis, c'est vraiment le fun de travailler avec eux autres. Je vois l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme avec lui. Est-ce que ça paraît qu'un boxeur, tu sais, souvent, qui écoute la boxe, je sais qu'Alex écoute tout ce qui se passe. À l'époque, je me souviens, Sébastien Gauthier, c'est un mordu encore cette semaine, il demandait des cassettes de combat d'Alain Bonami. Ulysse, il enregistre tout aussi. Ulysse aussi. Est-ce que ça paraît qu'un boxeur aime la boxe? Puis, est-ce que tu le vois dans l'entraînement, dans sa façon de voir la chose? Ça paraît, surtout dans comment il parle.
comment il parle de boxe. Il faut faire attention avec ça. Il y a eu des boxeurs qui en faisaient tellement qu'ils suranalysaient tout toujours. Eux-mêmes, les adversaires, la boxe en général. Et ça devenait un moment donné un peu aliénant tout ça, là, de trop suivre ça à la lettre comme ça. Et tu sais, la vraie chose là-dedans, c'est vraiment important de comprendre qui tu es, c'est quoi ta place, puis c'est quoi qu'on attaque, c'est quoi qu'on va avoir comme adversaire. Moi, je vais vous donner un peu l'exemple d'Arthur Beterbiev, qui est un gars qui n'écoute jamais la boxe. Je vous garantis qu'il n'écoutera pas Canelo Bivol. Okay? Puis c'est vraiment dans cette division, puis ça peut être très possiblement le prochain combat. Arthur va s'attarder à quelqu'un. En ce moment, là, il regarde les vidéos de Joe Smith, puis il se regarde lui. Il fait ça d'une manière professionnelle. C'est son métier. Il sait qu'en ce moment, la seule chose qui existe, c'est lui et Smith. Et il va regarder Joe Smith, pas de façon exagérée. Il va avoir une idée de à quoi il fait face. Mais vous pouvez être garanti qu'on enregistre chaque sparring au gymnase et il aime se regarder. OK, ça c'était bien, ça c'est pas bien. Qu'est-ce que je peux faire le prochain training pour que ça soit mieux? Et puis, il s'attarde vraiment à ce que lui peut apporter au ring. Alors, ça, vois-tu, c'est une manière, même si ce n'est pas quelqu'un qui aime la boxe, c'est quelqu'un qui a une éthique professionnelle et qui l'applique bien. Les boxeurs qui sont des mordus, ça peut être très bien. Et des fois, on apprend beaucoup en regardant ce qui s'est fait dans le passé. Il faut savoir d'où ce qu'on vient pour savoir où ce qu'on s'en va, disait Falardeau, mais c'est ça. C'est quelque chose d'important, mais en même temps, il ne faut pas tomber dans la suranalyse. Et juste avoir un Beterbiev dans le gymnase, on entendait que Mike Moffat, lui, son leader, c'est comme Steve Claggett, parce que Claggett, il s'entraîne comme un acharné, il est sérieux, puis ça se reflète sur tout le monde. Est-ce que toi, d'avoir ce gars-là qu'on qualifie de professionnel comme Arthur Beterbiev, c'est payant pour le monde qui sont autour? Tu te dis, mais c'est comme ça qu'on devient champion du monde, je n'ai pas le choix d'être sérieux si j'aspire à ça moi aussi. Mais je te dis que c'est rendu un peu une épidémie dans mon gymnase par rapport. Et ça vient de là. Mais même avant qu'il arrive, j'avais des gars, comme David il a toujours fait ses petites affaires, puis c'était sérieux dans le gymnase. Mais tu sais, au hockey, on dirait que c'est un leader silencieux. Arthur, c'est pas un gars qui va parler vraiment aux autres boxeurs, qui va donner des conseils. Il fait son affaire, mais il l'a fait. Puis quand tu rentres dans le gymnase, tu vois comment il s'entraîne. C'est plus ça qui est l'influence. C'est vraiment de voir quelqu'un, OK, lui est au sommet, il a deux ceintures de champion mondial parce qu'il s'entraîne comme ça. Les gens s'attardent beaucoup à sa force de frappe, mais ils devraient s'attarder beaucoup plus à qu'est-ce qu'il fait, les sacrifices qu'il fait dans sa vie à tous les jours pour rester au sommet de la boxe comme ça. Je pense que ça donne... tout le monde baigne un petit peu là-dedans au gymnase en ce moment. Une des questions qui est revenue là, sur, je viens de voir passer, là, des nouvelles de Lexon, il est encore à l'extérieur. De ce que j'en sais, je n'ai pas beaucoup de nouvelles concernant Lexon. De ce que j'en sais, il serait revenu au Québec. Je ne sais pas s'il est revenu, il est reparti. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment d'approche pour qu'il revienne. Non, mais Lexon, il fascine quand même le public. Je ne sais pas. La décision, dans le fond, elle appartient à lui. Mais il fascine le public. Et moi, j'ai une question à propos de la quarantaine, parce que c'était le mot-clé pendant la pandémie. Puis, on dirait que Canelo, il a vraiment laissé Golovkin avoir 40 ans. Là, il a 40 ans aujourd'hui. Je vois où il s'en va, là. Il le ramène dans l'histoire. Je veux dire, Beterbiev, il a 40 ans dans combien de temps, à peu près, là? Oh, 2 ans, 3 ans, 2 ans, 3 ans. Ouais. As-tu l'impression que Canelo laisse vieillir ses adversaires? Mais bon, pas ses adversaires, certains adversaires. Tu sais, Beterbiev, il fait peur à 34 ans. Il s'est peut-être dit à 40, il va avoir ralenti. Tout à fait. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a pas de date de péremption sur un athlète. Ça se peut que Beterbiev soit encore en pleine forme à 40 ans. C'est possible. Mais écoute, c'est une course contre la montre toujours un peu. Puis ça, honnêtement, c'est une mode qui a été implantée un peu par Mayweather. C'est l'art, et peut-être sûrement plus par Raymond et son groupe, là, mais l'art de sélectionner les adversaires au bon moment. Est-ce que tu es capable de me garantir que Floyd Mayweather, aussi bon qu'il a été, aurait battu Shane Mosley à 25 ans? Quand Shane Mosley avait 25 ans. Il y en a eu plein son casse en fin de carrière. Zab Judah, la même chose. Zab Judah, il y a quelques bons exemples comme ça. Ça n'y enlève rien. Ça a été un des plus grands de l'histoire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Canelo, tu sais, quand je les regarde, on sent les équipes qui sont brillantes. On le sent par la sélection des adversaires, le cheminement qu'ils prennent, le chemin qu'ils prennent, les décisions, comment ils sont faits. C'est un groupe brillant.
L'entraîneur est un gars brillant, c'est lui qui semble prendre toutes les décisions dans le camp de Canelo et il n'y a rien qui est fait pour rien. Mais Marc, on en revient un peu à ce que tu sais, quand tantôt je te demandais qu'est-ce qu'on aimerait changer en boxe. Une des choses qu'on aimerait changer, c'est peut-être le côté A puis le côté B de l'équation. Tu sais. Quand tu es le côté A, tu as beaucoup trop d'avantages. Tu sais, moi, je me rappelle quand Floyd affronte Juan Manuel Marquez, puis non, mais il affronte Canelo à 152 livres, il affronte Juan Manuel Marquez, il met une taxe si jamais il ne fait pas le poids. Tu sais, il se garde beaucoup. Je veux te parler de demain, OK? Je n'ai pas le choix de t'en parler. On a vu Golovkin, quand tu parles d'être sérieux à l'entraînement, on a vu le physique de Golovkin à 40 ans, c'est spectaculaire. Murata n'a pas boxé depuis Steven Butler. Moi, j'ai 2 questions. Je veux savoir qui va gagner. Puis je veux savoir, est-ce que Marc Ramsey il est capable de se faire une omelette 3 œufs puis regarder le combat comme un fan ou il est en train de tout décortiquer puis ton métier prend toujours le dessus? La première question. Golovkin, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne sait pas dans ce combat-là à cause de la longue période d'inactivité. Parce que l'autre, il est rendu à un âge où un bon mercredi matin, tu te lèves et tu n'es plus capable de suivre. Ouais. On ne sait jamais quand ça va arriver. Ça se peut que ce soit demain. Ça se peut que demain, la cloche sonne. On l'a vu avec Hopkins contre Joe Smith. Un jour, la cloche sonne et tu n'es plus capable. Puis à cet âge-là, ça peut arriver n'importe quel moment. Alors, moi, j'ai comme l'impression que Golovkin devrait gagner ce combat-là. Je trouve que Murata a donné des performances très inégales depuis le début de sa carrière. De très belles performances, des performances très décevantes. On ne sait jamais à quoi s'en tenir avec lui. Dans le cas de Golovkin, ça a été beaucoup plus stable, mais encore une fois, plus vieux, on ne sait pas ce que ça va donner. J'ai comme l'impression... Et Golovkin, quelqu'un me fait remarquer ça aujourd'hui, il est arrivé vraiment tard au Japon. Ça me titille un petit peu c'est d'avoir parti des États-Unis, l'heure. C'est long, le décalage. Moi, je me rappelle avoir participé au Jeux du Commonwealth en Inde. C'était un tournoi qui durait 3 semaines. Je ne me suis jamais remis du jet lag. Même pas jamais arrivé à me setuper sur l'heure de l'Inde, tellement que c'était prononcé. Et là, le Japon, on parle sensiblement de la même affaire. Là. Alors, je ne sais pas comment lui il vit ça, mais il y a beaucoup d'éléments qui font que c'est dur à prédire, même si j'ai tendance à y aller avec Golovkin. Mais juste pour tolérer, je pense que c'est 1 journée par heure de décalage. Oui, mais c'est pas une loi. C'est pas une loi, c'est une loi générale on se donne ça, là, mais écoute, la réaction d'un individu à l'autre est vraiment différente. Marc, ça n'est pas encore remis. Hey, pendant que tu es là, moi, j'ai une question, là, puis c'est une question qui me... C'est pas une question, mais c'est une analyse, puis je vais te la faire, puis je veux t'entendre après. Beterbiev, là, je trouve qu'on ne lui donne peut-être pas tout le crédit qui revient. Tu sais, moi, je vais te donner mon analyse. Il pourrait prendre sa retraite demain, puis moi, j'ai envie de l'envoyer au Hall of Fame juste parce qu'il a sa victoire signature. Il a battu Vosdik. Moi, je vais te surprendre, là, mais Vosdik, s'il revient demain matin, j'ai tendance à le classer 2e dans la division. Les gens, peut-être à cause que ces 2 Européens, ils ne sont pas rendus compte à quel point Vosdik était un bon boxeur et que c'est un exploit de l'avoir arrêté. Puis l'ombrage de Canelo, il me dérange. Puis autant pour Golovkin, moi, je trouve que Beterbiev pourrait très bien faire ce qu'il a à faire, battre Joe Smith, prendre sa retraite, aller au Hall of Fame. Même chose pour Golovkin. On dirait que Canelo devient trop un tout dans la tête des gens. Beterbiev, moi, je trouve, il a sa victoire signature. Joe Smith, ça va être une autre. C'est pas une planche de salut, là, Beterbiev. Il y a moyen, pas Beterbiev, Canelo, il y a moyen de faire une grande carrière, même si l'autre ne veut pas t'affronter. Écoute, je suis un peu du même avis que toi, mais ça, il y a plusieurs facteurs qui font que c'est comme ça. Je pense qu'en règle générale, les boxeurs qui ne sont pas américains ont un peu moins de publicité de ce côté-là. Je pense aussi, quelque chose qui fait un peu mon affaire, je vais t'avouer, les gens focusent beaucoup quand ils regardent Arthur sur sa phase de frappe et ont tendance à sous-estimer son niveau technique. Moi, j'aime beaucoup ça parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs adverses qui tombent dans ce piège-là. Alors, c'est quelque chose que silence, on n'en parle pas. C'est ça, nous autres, oui, on va être là, puis on va se battre comme une brute, mais il est beaucoup plus subtil que les gens peuvent imaginer. Et puis, tu sais, Arthur, pour y avoir parlé de ça souvent, surtout de toutes les rumeurs de combat avec Canelo qu'on a eu, il n'est pas dans la tête d'Arthur, c'est clair. On ne veut pas attendre ou faire notre carrière en conséquence de Canelo. Nous, on fait nos choses, on va un combat à la fois, un challenge à la fois, on avance, on serait vraiment heureux de faire ce combat-là, mais ce n'est pas non plus une finalité, ce n'est pas quelque chose qu'il faut absolument qu'il arrive.
en ce moment parce que c'est pas dans nos mains. Nous, c'est sûr, on l'a mentionné à plein de fois, c'était le Funson. On va être présent, je peux vous garantir ça. Mais non plus, on veut pas. On a vu beaucoup de boxeurs passer leur carrière à tourner en rond en attendant un adversaire, puis finalement, ça n'arrive pas. Et c'est pas quelque chose qu'on veut vivre. Marc, merci beaucoup d'avoir pris près de 50 minutes pour nous parler à ce vendredi soir. On vous souhaite beaucoup de succès pour l'année 2022 chez Eye of the Tiger, puis aussi avec tous tes boxeurs. Merci beaucoup. Anytime, je suis disponible. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bout encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town. C'est vendredi, on prend un coup, ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goon, si tu gardes pas tes mains, tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gaumont, jusqu'à Lucas, Klitschko, jusqu'à Charlot, des Clavel, jusqu'à Canelo. Get on Hart, le steak de Buckingham. La légende, le buzz qui m'écoute. As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bout encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town.